Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus ce soir chez Caribe. Pour retrouver quelqu'un qui commence à être presque un habitué, Franck-Olivier Laferrère, donc pour les éditions Effraction. Et ce soir, on voulait fêter en fait l'arrivée de Métayer en diffusion numérique, donc chez Effraction, donc il va nous en dire un petit peu plus. Sur le rappeler pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et puis même pour la postérité via l'enregistrement, en quoi consiste donc le concept de diffusion numérique de Fraction et les fameuses cartes postales e-books. Ouais. Et puis ensuite on écoutera Frédéric Métayer donc, qui nous dira, lui, vu de sa fenêtre, comment tout ça fonctionne. Et puis ensuite on parlera de quelques-uns de 6 titres en fait, de cette première sélection de 20 titres Métayer en fait, qui ont rejoint donc la diffusion numérique de Fraction cette semaine. Ouais, oui. C'est il y a 10 jours quoi. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept d'e-book cart, l'idée c'était de trouver un moyen de rematérialiser le livre numérique. Le rematérialiser, pourquoi? Ça paraît étrange, mais en fait c'est extrêmement difficile de parler de quelque chose qui n'existe pas. Et il y a des espaces où on a besoin de parler des livres, les librairies en premier lieu, et puis les bibliothèques et les médiathèques. Et en fait la carte, ça permet ça. C'est un objet de médiation qui permet d'aller vers le lecteur, de pouvoir parler d'un titre, de pouvoir présenter un texte avec la couverture du livre, la 4e de couverture du livre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus, avec cette idée que l'on publie en version brochée ou en version numérique. On a besoin des libraires pour être l'intermédiaire, les passeurs de ces textes. Et les libraires, on sait qu'ils ont pas plus de temps que celui qui leur est déjà imparti, et qui, voilà, les dernières enquêtes montrent que dans les retours, on parle de 60 heures de travail par semaine. On imagine bien qu'ils ne vont pas avoir du temps en plus dans ces 60 heures pour être derrière leur écran à faire la promotion de livres en ligne. Donc, ce qui veut dire que si le livre numérique n'est qu'en ligne, il est sans prescripteur. Donc l'endroit où il peut avoir des prescripteurs, c'est en librairie et en bibliothèque, via le libraire. C'était vraiment ça l'idée, c'est vraiment ce sur quoi on travaille et ce sur quoi on continue à travailler, à avancer. Et voilà, et c'était une idée au départ, et puis c'est devenu concret. On a fait des tests et on se rend compte que quand tout le monde a envie de jouer le jeu, ça marche bien. Parce que c'est aussi le moyen d'offrir un livre, d'avoir un objet à offrir, un objet à conserver, voire à collectionner. Il y a des gens qui collectionnent les cartes, que je trouve assez chouette, quoi. Enfin, qui pourraient l'acheter en un clic au moment où ils paraissent, où ils sont mis à disposition en ligne, et qui disent non, j'attends que les cartes soient imprimées parce que je veux la carte. Je trouve ça voilà. Et ça s'oppose pas au livre papier. C'est du livre en plus. C'est aussi la possibilité. Alors là on est chez Caribe, donc on est dans une librairie particulière qui fait du fonds d'éditeur, enfin qui conserve longtemps des textes, mais on sait très bien que dans l'immense majorité des librairies, la durée de vie d'un livre papier c'est quelques semaines. Alors que la littérature a toujours eu besoin de temps, et finalement la publier en numérique et la matérialiser avec ces cartes, c'est la possibilité de dire aux libraires, vous pourriez tenter le coup d'avoir des fonds d'éditeurs, voire de reconstituer des fonds d'éditeurs. Et c'est vrai aussi pour les bibliothèques, qui, bien qu'elles ont des espaces bien plus vastes que les librairies, ont quand même un problème d'espace, donc régulièrement vides, ont des problèmes de budget aussi, qui font que elles achètent moins la petite et la moyenne édition qu'elles le faisaient il y a 10, 15, 20 ans. Et là l'idée c'est ça, c'est de leur dire on vous donne les moyens, si on est sur un livre numérique rematérialisé, sans verrou, pour que le lecteur numérique ne perde pas de droits par rapport au lecteur papier, et à des prix en dessous du livre de poche, vous pouvez reconstituer des fonds, vous pouvez retravailler ces textes-là en direction de vos usagers. Les libraires peuvent faire de même. Je regardais l'autre jour sur une étagère qui prend une trentaine de poches.
on peut mettre une dizaine de portfolios comme j'utilise moi pour présenter le catalogue en cours, ça représente 1500 titres. On perd la place de 30 poches pour 1500 titres. Ça veut dire aussi que si on va au bout de la réflexion, ça veut dire qu'une petite librairie peut avoir du fond et peut cradement ne concurrencer les grosses. Là où la question c'était l'espace physique, on ne peut pas pousser les murs, mais on peut imaginer le livre plus petit et pour le coup, sans qu'il soit totalement dématérialisé avec cette histoire de carte. Donc ça permet de le consulter, ça permet, voilà, après on peut imaginer si on veut donner accès aux usagers au contenu des livres, imaginer une liseuse à disposition ou une tablette qui permettrait de consulter les contenus, comme on feuillette les livres papier quand on va dans une librairie. Mais voilà, en tout cas ça ouvre ces possibilités-là. Donc c'était pour ça. Et voilà, et on a hésité un moment à savoir si on l'ouvrait à d'autres. Donc on a réfléchi au moins une bonne année avant de le faire. Et quand on s'est décidé en se disant on va faire en sorte que le catalogue de diffusion soit aussi exigeant que le catalogue d'édition qu'on essaye de mettre en place. Parce que sinon ça n'a pas de sens. Enfin, c'était ouvrir la porte à des éditeurs dont on aime le travail, dans lesquels on se reconnaît, et dont on sait que c'est aussi difficile pour eux aujourd'hui. Et voilà, donc les éditions Métellé, c'est un super exemple. C'est une maison, moi j'ai découvert plein de livres grâce à eux. Et c'est vrai que se dire aujourd'hui que ce catalogue peut vivre dans le temps via le numérique, via l'e-book carte, se retrouver en librairie et se retrouver en bibliothèque, voilà, nous ça nous rend fiers, quoi. Alors, ouais. Donc, voilà. Frédéric, nous, on s'est mis au numérique en 2011, en se disant qu'il fallait essayer. Donc on est diffusé de façon numérique classique, et nos plus grosses ventes se font chez des gros comme Amazon, Apple ou Kobo, pas dans cet ordre. Mais ceux qui mettent en avant le livre, c'est un algorithme. Et nous, on ne sait pas faire un algorithme. On n'a pas dans notre culture la relation avec un algorithme. En revanche, travailler avec des libraires, on sait faire. On sait que c'est eux qui vendent. Et la carte que propose Diffraction est vraiment la matérialisation de la relation, de la symbiose, de la rencontre entre le numérique et le livre, et en fait en montrant un livre dont on a juste enlevé les pages, on a tout ce qu'il faut pour le vendre. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est ça. Ça permet de garder une relation charnelle avec le livre, et tout en poussant les murs de la librairie, et en ayant ça apporte aussi comme avantage la possibilité de vendre du numérique sans être équipé numérique. On a n'importe quelle librairie peut vendre du numérique au même titre qu'Amazon, de façon sans doute beaucoup plus efficace, parce qu'on a des titres qui vont être présentés tout à l'heure qui sont vendus sur Amazon depuis 3 ans. Depuis que Franck Olivier s'en occupe, on les a déjà plus vendus que sur Amazon. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui disent « c'est bien ça, un algorithme ne peut pas le faire ». Un algorithme dit « vous avez aimé Rasoir Brown, alors achetez en ce moment, merci pour ce moment ». Donc il y a un truc qui va pas, quoi. Il n'y a pas de relation vraie avec le lecteur. Donc nous, on sait que ça permet ça permet de fidéliser le lecteur, le libraire, de pérenniser le libraire et de diffuser nos livres partout, même dans les endroits où il n'y a pas Internet. Oui. Voilà, les bibliothèques qui n'ont pas Internet peuvent prêter des livres
Ça revient au lecteur d'être équipé Internet, mais ça c'est en France tout le monde c'est plus facile pour un lecteur d'être équipé d'Internet que pour une bibliothèque. Ouais. Et c'est beaucoup moins cher. Oui, moi je le vois sur le territoire. Donc c'est ça qui nous a poussé à... qui ne sont pas encore connectés. Où les élus considèrent que c'est pas encore prioritaire de mettre Internet dans la bibliothèque. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces bibliothèques-là, obligatoirement, elles sont exclues de la possibilité du prêt numérique. Et c'est pareil pour certains libraires. C'est-à-dire qu'on a poussé les libraires à faire des sites de vente en ligne, beaucoup à un moment donné. Et puis on se rend compte, aujourd'hui avec l'expérience, que les gens vont sur Amazon ou sur l'Apple Store parce qu'ils font d'autres achats et qu'ils ne vont pas sur le site de leur libraire. Ou ils vont chez leur libraire, ou ils vont sur le site d'Amazon, mais ils ne vont pas sur le site de vente du libraire. Et moi quand je regarde nos résultats, parce qu'on passe nos titres sont aussi via immatériel diffusés, c'est ridicule. Ce qu'on peut vendre sur des sites de vente en ligne de librairie. Alors après, moi ma bataille c'est d'expliquer aux libraires qui nous ont sur leur site de vente en ligne qu'il faut nous avoir en carte dans la boutique et que ça sera sans commune mesure. Et d'autant plus que on n'est pas non plus dans les mêmes taux de rémunération, parce que c'était aussi une réflexion. Aujourd'hui sur la vente du livre numérique en ligne, pour les libraires c'est dérisoire. C'est-à-dire que c'est les tuyaux qui prennent. C'est 30% divisé en deux, 15% pour le libraire, 15% pour le tuyau. Nous, on est à 40%. Et on est à 40% pour plein de raisons. Parce qu'on pense que c'est bien de le faire comme ça, parce qu'on prend 10% en diffusion, parce que la question c'est que ça fonctionne et pas de reproduire le même modèle en numérique que celui qui existe déjà en papier et qui étrangle les éditeurs. Et puis c'est de s'imaginer, si demain on trouvait une solution pour la rémunération des auteurs sur le prêt en bibliothèque, ce qui n'existe pas encore sur le numérique, ça veut dire que le libraire aurait largement de quoi faire une remise à la bibliothèque. Sur ces 40%, il pourrait les prendre. S'il a déjà que 15, il ne les fera jamais. Enfin, je veux dire, déjà 15, il ne gagne rien. Alors, si en plus il doit se retirer une marge pour qu'on rémunère les auteurs, il va juste arrêter de le faire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Soit les bibliothèques n'auront pas de numérique, soit les bibliothèques auront du numérique sans libraire. Donc on met en danger la chaîne du livre. C'est un écosystème dont on sait qu'on a tous besoin les uns des autres. Enfin, on devrait le savoir. Il ne faut pas l'oublier. Ouais, je pense qu'il y en a qui l'oublient. Et donc comment on fait pour protéger tout le monde? Et ça c'est une vraie question. Mais c'est... Là, après, il faut tenter l'expérience, il faut jouer le jeu. Ceux qui ont tenté l'expérience, ce que je disais tout à l'heure, vraiment, ils en sont contents, que ce soit les bibliothèques ou les libraires. Il se passe des choses, quoi. Et puis, ça permet d'aller chercher des lecteurs, parce que la question de l'équipement, il y a des gens qui imaginent encore qu'il faudrait prêter des appareils pour lire, alors qu'en réalité, les gens sont équipés, largement équipés. Par contre, on ne leur propose pas de contenu. On leur propose des contenus tellement chers qu'ils ne voient pas la pertinence d'acheter ce contenu en numérique, alors que, enfin moi le premier, hein, s'il y a 2 ou 3 euros d'écart entre un livre papier et un livre numérique, je vais acheter le livre papier. Enfin, voilà, pourquoi avoir un fichier que je risque de perdre, tout ça, alors que je peux acheter un livre, un objet, un livre que je vais mettre dans la... Donc, voilà. On aura peut-être l'occasion de toute façon après de reparler un petit peu de façon informelle justement de cet enjeu, hein, y compris nous en tant que libraire. Simplement nous c'est vrai je pense comme énormément de libraires, même si comme tu le rappelais on est peut-être par notre type d'assortiment, si j'ose employer ce gros mot, un petit peu particulier, avec un très gros poids du fond par rapport à la nouveauté, mais c'est vrai qu'on a les mêmes ambiguïtés que tout le monde vis-à-vis du numérique et de la dématérialisation, en ayant en tête qu'on repose sur le livre papier, et donc que le numérique c'est avant tout une menace. Même si à notre échelle on s'en fiche un peu en réalité, parce que bon, on a suffisamment de travail et de choses à faire avec ça. Mais après c'est vrai que quand on a entendu le truc, on s'est dit ouais c'est intelligent, ça fait un sens et puis ça mérite d'être tenté quoi, cette expérience, de voir à partir du moment où en tant que libraire on estime qu'on est effectivement davantage des passeurs ou des prescripteurs, je sais pas, mais en tout cas des passeurs, que des tuyaux de distribution pilotés depuis tout en haut par le marketing des grands éditeurs.
C'est vrai que c'est plus intéressant de se dire on a quand même un rôle à jouer autour d'un support physique où on peut développer pourquoi ça nous a plu, pourquoi ça nous a pas plu, pourquoi on pense que c'est bien pour telle personne. Où on espère que, pas tout le temps, mais que dans plein de cas, on est quand même meilleur que des algorithmes. Quoi. Il y a juste, je pense que quel que soit, même si Facebook vient décider d'ouvrir un labo d'intelligence artificielle à Paris, ils nous sortiront pas l'équivalent d'un être humain, un libraire qui lit et qui transmet ses émotions de lecture. J'ai toujours pas compris pourquoi ils ne sont pas compris que ça coûtait moins cher d'engager un libraire que de développer un algorithme. Mais parce qu'ils imaginent qu'à la fin, ils finiront avec par... le prix de développement d'un algorithme, on doit pouvoir engager une armée de libraires. Des compétents. Après, il y a des questions idéologiques. Il y a quand même certains types d'entreprises qui n'aiment pas avoir des salariés parce que les salariés, ça a plein de défauts par rapport à des, oui, c'est sûr, mais ça des logiciels. Ça a aussi quand même pas mal de qualité, il faut le reconnaître. Par exemple. Non, mais on est bien d'accord. Bien sûr. C'est bien ça. Si vous convient, moi je voulais vous parler de 6 titres en fait. Alors en fait, moi je voulais vous parler de 4 titres et puis Marianne qui aurait vraiment souhaité être là ce soir, donc arrive de 7. Et je vais en profiter pour en 30 secondes vous expliquer pourquoi ces numéros, parce que ça va être en parlant de premier. Mais Marianne donc, aurait bien aimé être là. Elle n'a pas pu, mais donc elle m'a donné 2 notes de lecture en fait que je vous lirai du mieux possible. Donc je voulais commencer par L'Étoile du matin de Booming 4. Donc je vais monter le livre papier, mais la carte est là. C'est qu'il n'est pas. Si j'arrive. Pardon. C'est l'élastique qui était un petit peu résistant. Voilà, donc L'Étoile du matin. Alors bon, on a une sensibilité particulière à Booming. En fait, bon, si chez Caribe, les 5 libraires ont des numéros, en fait, même si c'est pas vraiment des pseudonymes parce que les noms ne sont pas secrets par ailleurs, mais on aime bien ça. C'est en hommage en fait à Booming, qui est donc un collectif d'auteurs italiens, comme leur nom ne l'indique pas immédiatement, de Bologne, et qui écrivent collectivement donc à 4 des romans historiques épiques qui généralement relisent des moments historiques importants par un angle complètement différent. Par un angle qui est soit l'histoire des perdants. Souvent c'est l'histoire des perdants, mais où justement ils se documentent à mort, c'est d'excellents chercheurs. Et ensuite ils proposent un véritable roman qui est enthousiasmant, qui se lit comme un roman, qui n'est pas un essai, mais qui montre l'envers des cartes en fait sur quelque chose. Ils l'ont fait magnifiquement sur leur premier roman collectif qui est épuisé depuis longtemps en France, qui s'appelle L'œil de Carafa, enfin Q en langue originale. Ils ont chez Métayer un magnifique roman donc, collectif qui s'appelle Manituana et qui relie la guerre d'indépendance américaine vue du côté des perdants de la guerre d'indépendance, à savoir les Anglais et un certain nombre de tribus indiennes fidèles à la couronne. Et ça démonte effectivement un peu la légende de George Washington, grand libérateur des peuples, qui est en fait une espèce de vil marchand qui cherchait à faire son beurre et pour échapper aux taxes anglaises, qui était prêt à peu près à n'importe quoi. Alors, je caricature un peu, c'est plus complexe que ça, et sinon le roman ne mériterait pas tout le développement, enfin c'est absolument magnifique. Alors, quand ils écrivent pas tous ensemble, ils écrivent aussi séparément, donc sous leur numéro justement de Booming, donc Booming 1, Booming 2, Booming 4 et Booming 5, parce que Booming 3 est parti il y a quelques années. Et donc Booming 4, L'Étoile du matin, c'est un roman qui est assez incroyable. Il a choisi un terrain très surprenant en fait, donc d'une grande richesse pour proposer une espèce de bilan de la confrontation entre l'humanisme sous différentes formes qu'il peut prendre et la sauvagerie sous d'autres formes qu'elle peut prendre. Il a choisi 1919 à Oxford, au moment où un certain nombre d'étudiants, de professeurs, de chercheurs, de poètes, de littérateurs, ils tentent de revenir à leurs arts, de les réinventer, de dire est-ce que c'est encore possible de faire de l'art, parce que déjà en 1919, la fameuse question qui se posera après 1945, est-ce qu'on peut encore faire de la poésie après Auschwitz, elle se pose déjà d'une certaine façon, est-ce qu'on peut encore croire en l'homme et en la beauté en littérature après les tranchées, les gaz de combat, enfin, à petite échelle ça existe déjà cette question. Et donc après avoir été confronté de très près à cette horreur dans la boue des tranchées de la Somme, puisque c'est des Anglais, nombre d'entre eux y ont perdu des amis, des proches, dans des conditions en général particulièrement atroces. Et donc il a choisi 3 personnages emblématiques et qu'on attrape à un moment très amont dans leur vie, puisque c'est Robert Graves, qui à ce moment-là est déjà un poète qui est connu mais qui n'est pas vraiment reconnu, et qui deviendra beaucoup plus tard l'un des plus grands spécialistes de la mythologie grecque contemporaine. Il y a Tolkien,
Alors donc par ailleurs, Woo-Ming IV est un vrai spécialiste de Tolkien en Italie. Enfin, c'est une des personnes les plus reconnues sur le. Enfin, il connaît par cœur, il fait des conférences tout le temps. Enfin, il l'adore. Et puis C.S. Lewis, donc qui est un chrétien convaincu, qui est pris dans les filets assez complexes d'une double vie et d'une vraie grosse aigreur pas très bien maîtrisée. Et ça, c'est bien avant qu'il devienne l'auteur mondialement célèbre des Chroniques de Narnia, avant qu'on en fasse des films un peu pourris, mais ça, c'est une autre histoire. Et en tout cas, tous trois, ils vont graviter autour d'une étoile en 1919, d'une étoile qui va les forcer à se révéler un peu à eux-mêmes et aux autres. Et cette étoile est assez bizarre, puisque c'est T. Lawrence, donc plus connu déjà à ce moment-là, 1919, désormais sous son nom qu'il a gagné pendant la guerre de Lawrence d'Arabie. Puisqu'il a été donc la figure emblématique qui a conduit la révolte des Arabes à partir du Hedjaz contre la puissance coloniale, si on veut, turque. Alors, je ne vais pas épiloguer longtemps sur le personnage de T. Lawrence, mais il y a dans la même collection chez Eufraction un extraordinaire livre en fait qui attrape Lawrence non plus en 1919, mais à la fin de sa vie. Il se trouve qu'il a été écrit par Franck-Olivier Laferrère, qui est là, qui s'appelle Lawrence d'Arabie à contre-corps, et qui est donc une novella ou une longue nouvelle, mais assez exceptionnelle, qui justement l'attrape quelques minutes avant sa mort dans un accident de moto, et qui voit justement, qui est presque une sorte de conclusion, de jet en avant de ce qui se passe dans l'Étoile du matin, sachant qu'entre-temps, il aura écrit sa deuxième œuvre, La Matrice, qui est une lecture de son expérience dans la Royal Air Force, où après avoir été donc mondialement célèbre, l'auteur donc de ce qui va devenir ses mémoires qui sont les 7 piliers de la sagesse, il s'est réengagé comme simple aviateur, enfin mécanicien même, dans la Royal Air Force. Donc ce T. Lawrence, qui au départ était avant tout un archéologue, c'est pour ça qu'il revient à Oxford, parce que c'était son vrai métier, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était basé au Caire, parce qu'il connaissait la région en tant que, comme Indiana Jones, parce qu'il faisait des fouilles. Donc lui, quand il doit, après-guerre, écrire ses mémoires, parce que là il y a une grosse pression médiatique, éditoriale, qui dit non mais avec tout ce que vous avez vécu, il faut à la fois faire le côté un peu propagande, et puis le côté prêcher la bonne parole, et puis ça va être un coup éditorial fabuleux, donc il a un journaliste américain qui est sur son dos en permanence pour dire allez, il faut cracher le morceau, il faut écrire les 7 piliers de la sagesse, qui ne s'appelle pas encore les 7 piliers de la sagesse, et surtout, pour lui l'enjeu c'est de surmonter tous les doutes intimes qu'il a glanés en fait dans cette guerre. Alors les autres ont été terrorisés, et ébranlés par la Somme et la guerre de tranchées, et lui il a vécu autre chose dans le désert. Il a vécu la trahison, il a vécu les promesses non tenues, il a vécu quelques traumatismes personnels, et il était aux premières loges pour voir se développer justement ce gouffre qui est en train de s'installer à ce moment-là entre une culture humaniste de sa jeunesse. Tous ces gens sont des poètes, des littérateurs d'Oxford, super cultivés, et puis la réalité du monde moderne qui est apparue là, pendant ce premier conflit mondial, alors dont les racines dataient déjà d'une cinquantaine d'années avant. Pour ceux qui regardaient, il y avait la guerre de sécession qui avait rien à envier en réalité techniquement à la Première Guerre mondiale. Mais paradoxalement, alors que c'est un militaire, c'est lui qui se retrouve être en pointe dans le combat que la poésie peut encore espérer livrer. Alors, en tant que lecteur, si on accepte ces prémices qui sont quand même un peu bizarres, faut reconnaître, il y a un espace de jeu qui est pas très habituel. On se trouve plongé dans un roman qui est à la fois très ambitieux, qui est terrible, sous ces airs un peu feutrés de discussion entre professeurs et entre étudiants à Oxford. C'est vraiment du grand art qui est vraiment digne de la puissance de Woo-Ming. Et je trouve que moi j'encense pas souvent les quatrièmes de couverture parce qu'elles sont très inégales, tous éditeurs confondus, mais là la conclusion de la quatrième de couverture qui a été faite par Métayer est magnifique puisqu'elle correspond exactement à l'essence de ce que essaye de faire Woo-Ming. L'un des membres du collectif repose à sa manière méditative la question que les 4 de Bologne ne cessent de creuser, celle du travail des mythes ou comment transformer le monde en le racontant. Et c'est vraiment une démonstration de ça, quoi. C'est ce à quoi sont attelés finalement ces 4 intellectuels qui ont vécu des choses qui ne sont pas des choses intellectuelles du tout, et au premier chef T. Lawrence. Donc voilà, ça c'est le premier. J'étais un peu long sur celui-là. Donc je vais passer à Elsa Osorio, Cette nuit d'insomnie. Donc là je vais lire la note de lecture de Marianne, simplement pour rappeler qu'on avait accueilli il y a quelques années Elsa Osorio pour la sortie de La Capitana, qui est quelque part là, voilà.
qu'on avait adoré, un exemple, Elsa Osorio, enfin, qui est une Argentine, dont l'énorme majorité de ce qu'elle a écrit concerne l'Argentine. Elle a produit, la Capitana, je le mentionne, puisque c'est quand même l'histoire d'une combattante, militante, internationaliste argentine, mais qui a combattu pendant la guerre d'Espagne, qui a dirigé des régiments en fait, de combattants, et qui s'est retrouvée prise dans l'étau des guerres intestines des républicains, entre les trotskistes, les anarchistes et les staliniens, et qui a ensuite écrit ses mémoires, tout ça, et elle en a tiré un roman qui est assez exceptionnel. Mais donc cette Nuit d'insomnie, c'est un recueil de nouvelles, donc je vais lire. C'est le 3e livre en fait d'Elsa Osorio, qu'elle délaissait à ce moment-là provisoirement la forme du roman pour poursuivre avec 12 nouvelles la construction d'une œuvre qui explore, par le prisme de destin individuel, de la peur et des souffrances intimes, les meurtrissures indélébiles de la dictature, des disparitions et de la torture, la vérité dissimulée et les trahisons même au sein des familles, ainsi que le destin des enfants disparus, qui était déjà le thème de Luz ou le temps sauvage. Donc les nouvelles sont parfois très courtes, elles ont été écrites sur une longue période, pendant la dictature jusqu'à 20 ans plus tard. Elles se déroulent souvent loin de la dictature et de l'Argentine, dans cette Espagne où Elsa Osorio a aussi vécu, avec une distance temporelle et géographique qui a permis, et là je cite, sinon de tout oublier, du moins que ces histoires se voilent et ne blessent plus autant. Là, les ténèbres qui sont enfouies dans les couches de la mémoire, et certains embranchements assez étonnants de l'existence, ressurgissent au travers d'une faille ouverte par le hasard, lors de la rencontre fortuite, par exemple, de Marcos Weissmann dans un train avec l'homme qui a usurpé son identité bien des années auparavant pour échapper à la dictature, c'est la nouvelle Le Rétrogradé, ou lorsqu'une femme reconnaît après 26 ans un électricien comme l'un de ses bourreaux, c'est la nouvelle Cette Nuit d'insomnie. Ce hasard, ces images qui reviennent, créent une distorsion du temps et de l'espace, une sensation d'irréalité. Certaines nouvelles s'aventurent dans d'autres territoires, oniriques, ou même à la lisière du fantastique, comme Son petit et sordide royaume, où la peur d'une femme ne s'apaise que dans le chaos grandissant de l'appartement inhabité d'une amie, ou comme dans Imitation, le destin d'un homme qui ne reconnaît plus, parmi toutes les femmes identiques qui l'assaillent, laquelle est son épouse authentique en chair et en os. Là je cite, « Je ne sais pas qui elles sont, ni à qui elles répondent, ni ce qu'elles veulent. Elles sont de plus en plus assidues et perfectionnées. Je ne peux plus les distinguer de toi. C'est pour cela qu'on ne se voit pas beaucoup. Elles exigent constituellement ma présence, toutes les autres. » Ça c'est Imitation. Et donc malgré les marques indélébiles de l'histoire avec un grand H, le titre original en espagnol du recueil, Impasse avec issue, reflète néanmoins l'espoir et l'importance de maintenir cette mémoire vivante et la possibilité de continuer à vivre malgré ça. Donc on est aussi sur un thème, et c'est pas le hasard si Elsa Osorio venait après Looming, on est aussi sur les questions de quand on a vécu l'indicible, l'atroce, comment effectivement on peut essayer de rebâtir quelque chose qui tienne vraiment la route derrière, non pas seulement pour soi, mais pour le reste de l'humanité. Voilà, donc changement de décor. Le 3e, on va aller au Liberia, pour un western en fait. Enfin, c'est un western en réalité, ça s'appelle Borderland. Alors pourquoi c'est un western? Parce que ça se passe en Afrique, au Liberia, dans une ville un peu paumée aux confins de la Guinée et de la Sierra Leone, et où un beau matin il y a un étranger qui débarque, vraiment dans le soleil levant derrière lui. Enfin, c'est vraiment un décor de western. Alors je dis un mot quand même sur l'auteur Wamba Shariff, parce que c'est pas par hasard. C'est un type qui a vécu son enfance au Liberia, donc qui maîtrisait de ce fait 3 ou 4 langages de la région, langages africains de la région, plus l'anglais, et puis qui ensuite a vécu son adolescence au Koweït, où il a appris l'arabe, parce qu'il s'ennuyait un peu, et puis au moment de la guerre du Koweït, de la première, en fait, sa famille et lui ont émigré aux Pays-Bas, où là il a appris le néerlandais, l'allemand, enfin quelques langues comme ça. Donc il est assez étonnant. Et ce roman a d'abord été publié en néerlandais en 2007, avant d'être publié en anglais, en fait auto-traduit en anglais quasiment par lui en 2010, et enfin traduit en français donc chez Métayer par Xavier Luffin en 2012. Alors c'est un western parce que, là je vais vous dire juste le début quand l'enquêteur arrive, quoi, parce que là ça y est, j'ai déjà dit que c'était un enquêteur, enfin on le sait au bout de 5 pages, donc c'est pas un énorme spoiler. Par un jour oppressant de la saison sèche, un homme descendit du bus et traversa la rue principale de la ville frontière de Wologizi. Il s'approcha d'un jeune homme penché au-dessus d'une citerne remplie d'eau. Le jeune homme regardait son reflet depuis un certain moment déjà, et le visage qu'il salua dans l'eau claire portait un sourire béat. L'étranger boitait, mais avec le temps il avait appris à dissimuler intelligemment son handicap en se pavanant, si bien que le jeune homme qui avait entendu le bruit de ses pas, et s'était maintenant retourné vers lui, supposa qu'il était arrogant. En fait, le jeune homme était moins fasciné par sa valise, ou même son costume 3 pièces taillé sur mesure,
que par sa façon de marcher. C'était la démarche pleine d'assurance d'un homme tout à fait conscient de l'effet que son apparence avait sur les gens. L'étranger s'assit sur un banc, sous un arbre au feuillage épais, non loin du jeune homme, puis il poussa un long soupir qui trahit aussitôt sa satisfaction. Bolobisi répondait à ses attentes. Et lorsqu'il observa la rue poussiéreuse, il put voir plusieurs vieillards. 2 d'entre eux étaient étendus dans des hamacs, les autres étaient couchés sur des nattes, faisant passer les heures suffocantes à l'ombre d'un arbre à pin. Ce spectacle le fascina. La ville frontière était endormie sous l'emprise de la chaleur. Durant le voyage qu'il avait mené jusqu'à cette ville, l'étranger avait caressé l'idée de se laisser envoûter, comme ces vieillards, par le charme léthargique de la chaleur, sans se soucier du reste du monde. Comme pour confirmer cette idée, une légère brise se mit à souffler à sa droite, depuis l'endroit où se trouvait le jeune homme, et se dirigea lentement vers lui. Il ferma les yeux pour savourer pleinement ce moment. Donc là, on est vraiment dans l'arrivée de l'étranger, donc du policier, alors qui est l'envoyé spécial du dictateur. Bon, il ne s'est jamais cité, évidemment, mais c'est Charles Taylor, le dictateur fou du Libéria, qui a envoyé ce jeune pour résoudre la disparition d'un chef coutumier, dont même les conditions dans lesquelles il avait été nommé chef coutumier ne sont pas très claires. Et on a cet étranger qui est affûté, qui est super éduqué, qui est intelligent, qui se retrouve dans la ville hostile, où tout le monde est gentil avec lui, voire mielleux, mais lui raconte absolument n'importe quoi. Et il essaye de faire son travail d'enquêteur, de confronter, attends, là, c'est pas du tout la même chose. Il tombe sur des gens qui sont tous plus gentils et tous plus fourbes les uns que les autres. Donc une vraie galerie western, parce qu'on va se retrouver avec un vieil homme respecté, une épouse très ambiguë, un épicier libanais complètement terrorisé, un commerçant qui domine toute la région, un caporal super féroce et super fourbe, un menuisier très fort en gueule et en muscles, et puis avec derrière l'ombre portée de sociétés secrètes, de rites d'initiés. On sent qu'il y a peut-être bien du fantastique là-dedans, il y a des trucs, c'est pas complètement rationnel. Donc lui, il est très rationnel, mais en même temps, il est au courant, c'est pas un Américain ou un Français qui débarque, c'est un local, pas tout à fait local. Et puis là-dedans, les faux semblants se dissipent, et bien que les faux semblants se dissipent, la brume s'épaissit sans arrêt, jusqu'à des rebondissements assez tortueux, assez jouissifs, puis des révélations finales qui sont super riches en surprises, et qu'évidemment je ne vais surtout pas dire. Mais c'est 140 pages, c'est vraiment un petit miracle d'écriture, parce que ça joue vraiment magnifiquement des différents registres en fait, qu'il entrecroise dans le bas shérif. Et il arrive à mélanger un roman policier, un western et un conte fantastique et tout ça baigne dans une réflexion sur la nature du pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir qui se montre pas, qui est là, qui travaille les choses par en dessous, parce qu'il projette sur les gens, et c'est vraiment très réussi. Et donc c'est du Libéria. Le 4e, on passe en Italie, enfin en Calabre. Donc là, je vais vous lire la note de lecture de Marianne, donc Gioacchino Criaco, American Test. Donc c'est du noir bien noir. D'ailleurs, c'est en collection métayer noir. Mais c'est là, c'est vraiment le télescopage du mal moderne et du mal ancien. Parce que je vais commencer par une citation qui vient du livre. Là, je vais lire ensuite la note de lecture de Marianne, de Caribe de Sète. Beaucoup s'imaginent que sur la Terre règne une lutte éternelle entre le bien et le mal. Mais peu savent que le monde est ravagé par des affrontements sans fin entre le mal et le mal, et que seuls les vainqueurs satisferont leurs désirs aux dépens des vaincus. En fait, purgeant leur peine à Fleury-Mérogis, on a un Druze, Hakim Aledin, Mr. B, qui est un ancien capitaine des Marines américains, enfin Mr. B, pardon, tous les deux condamnés pour trafic de drogue, Pierre Bondel, qui est un descendant des bergers de l'Aspromonte, comme l'auteur Gioacchino Criaco, qui est petit-fils d'un parrain de la mafia calabraise, donc de la Ndrangheta, Andrei, qui est un orphelin russe devenu tueur mercenaire, et Luc Daluer, qui est un ingénieur et entrepreneur de génie, qui a été ruiné par la nationale. Et tous ces gens-là, à Fleury-Mérogis, s'allient avec un indépendantiste basque, Kismi Ruela, pour se venger en fait de la pieuvre américaine, une multinationale assez particulière qui les a fait tomber, qui est l'incarnation donc d'un mal puissant, alors qu'eux en fait sont l'incarnation de petits mal. Donc c'est assez étonnant et paradoxal ce qu'il a fait Gioacchino Criaco. Donc il s'évade de Fleury-Mérogis avec le soutien des vieux parrains calabrais qui voient justement leur ancien monde atteindre son crépuscule, et c'est le point de départ d'une lutte désespérée. C'est vraiment la vengeance de cette alliance de David contre Goliath autour des rives de la Méditerranée, de la Calabre à la Crète, d'Espagne en France, traversant l'océan jusqu'à la côte est des États-Unis. Une vengeance qui est marquée par l'empreinte terrible de la guerre du Vietnam, qui est le symbole de l'entrée dans cette nouvelle époque.
Donc c'était le deuxième roman de Gioacchino Criaco, donc traduit en français par Serge Cavriopani, et il est maintenant disponible en numérique. Oui, bon, ça le mettait parce que c'est une note de lecture, pardon, ça on le sait, puisqu'on est là ce soir. Il ne se lâche pas, parce qu'il est en tension de la première à la dernière ligne, c'est vraiment les personnages donc, qui sont franchement pas sympathiques du tout, mais ils sont soudés ensemble par une espèce de haine partagée contre le grand méchant, donc sous le soleil de la Crète ou de la Belle Calabre, et puis c'est vraiment un combat, c'est étonnant, enfin, d'arriver à mettre en scène voilà, des batailles de petites crapules contre une gigantesque crapule, et en fait c'est enthousiasmant du début à la fin, quoi. Ce qui est très, quand même très paradoxal. Voilà. Le cinquième, Hernán Rivera Letelier, si on dit Letelier, je ne sais pas, parce que je prononce pas bien le chilien. Donc l'art de la résurrection. Alors c'est encore un livre assez étonnant, dont Métayer a le secret. Alors ceci dit, c'est quand même le 11e roman de Hernán Rivera Letelier. C'est aussi un genre de western en fait, mais un western qui se passe dans les années 1930, qui se passe dans l'extrême nord du Chili, donc dans le désert de l'Atacama, qui est à la fois la région la plus désolée, la plus pauvre à l'époque, de loin du Chili, mais aussi une des régions où il y a la richesse minière, notamment les mines de salpêtre, donc le nitrate de potasse, utilisé par l'industrie chimique, avec le grand port d'Antofagasta, et donc des masses d'ouvriers pour exploiter tout ça. Et alors pour aller explorer cette région en 1930, Rivera Letelier, il a choisi une petite galerie de personnages, mais dont deux sont particulièrement emblématiques. C'est un prêcheur qui est complètement illuminé, une espèce de fou furieux, avec les cheveux jusqu'ici tout dégueulasses, et qui arpente les villes, le désert, en prêchant quelque chose qui ressemble à la parole de Jésus-Christ, mais avec pas mal de variations, en fonction de son humeur, en fonction de ses dernières lectures, en fonction de ce qu'il a vécu la veille au bar ou au bordel. Enfin, c'est un sacré personnage, mais qui est devenu connu peu à peu. On l'appelle puisqu'il est originaire de la vallée d'Elqui, on l'appelle le Christ d'Elqui. Bon, sa vraie histoire, on va l'apprendre par bribes et par confidences assez tardives dans le récit. Donc il arpente le Chili, propose à chacun d'écouter sa bonne parole. Alors sa frugalité, sa culture rapiécée, son bon sens baroque, le fait qu'il est vraiment sincèrement généreux, bon, il a une inspiration, comme je le disais, très multiforme. Ça soulève souvent l'enthousiasme, voire la dévotion d'âmes de rencontre, alors d'âmes simples ou non, mais il est aussi, et ça il nous le révèle en creux lui, parce que il est souvent, quand il n'est pas le narrateur est juste au-dessus de son épaule. Donc il est la proie d'innombrables farces, de canulars, de moqueries, parfois un peu plus, de la part un peu tout le monde, que ce soit les ouvriers, que ce soit les contremaîtres, que ce soit tous les gens qui croisent. Quand il a 30 fidèles, il a 300 personnes pour se moquer de lui en général, parce qu'il est quand même assez ridicule comme personnage. Mais très sincère, très généreux, quoi. C'est un bon garçon, un peu bizarre, mais très bon garçon. Et donc dans cette quête à la fois fervente et quand même hasardeuse, il a quelques disciples de rencontre qui souvent disparaissent assez rapidement quand il réalise qu'il est vraiment frugal, c'est-à-dire que alors que tout le monde veut lui faire l'aumône, parfois avec des grosses sommes, lui aussitôt il les redistribue, et ceux qui l'accompagnent ils disent bah non, ça va pas, enfin, il faudrait qu'on puisse en profiter. Et non, en fait il est vraiment comme ça, donc les gens se barrent. Et pourtant il cherche, lui il a une quête personnelle, il cherche l'âme sœur en fait, il cherche la femme qui saura comprendre à la fois sa forme particulière de sainteté à lui, tout en satisfaisant avec bonheur ses appétits les plus charnels, qui sont quand même assez gigantesques en réalité, il faut être honnête. Et lorsqu'il apprend que dans l'une des plus reculées villes minières de l'Atacama, justement donc au nord du Chili, il existerait une prostituée très renommée par ses talents, mais également infiniment pieuse, qui a une vierge, une statue de la Vierge dans sa chambre, dont elle voile avec un petit tissu quand elle est en train d'opérer pour pas la choquer, enfin, et qui a un côté de vraie sainteté assez particulière. Donc là, il se met en route, et donc il débarque en pleine grève ouvrière, dans cet endroit complètement paumé, et il entreprend de concrétiser son rêve, et il va être confronté à diverses oppositions, certaines attendues, certaines moins attendues, et je ne vais pas vous en raconter plus, parce que ça vaut vraiment la peine d'être lu, parce que c'est un vrai récit à suspense en fait. Bon, et il a réussi, Letelier, dans l'un des décors qui est les plus arides du monde, le désert d'Atacama, c'est le deuxième endroit, à part quelques coins du Sahara aux confins de la Libye et de l'Égypte, le plus aride, où il y a le moins de... Donc c'est vraiment un vrai désert. Et donc il utilise des personnages qui sont des personnages de farce, mais qui sont des personnages de farce tragiques, qui sont vraiment plus grands que la vie, qui sont énormes
dans leur excès, et il les plonge avec une espèce de sombre délectation dans l'extrême rudesse des affrontements sociaux en fait, qui étaient présents dès les années 1870-1880 dans ces régions, et qui en 1930 sont encore extrêmement présents, avec des morts brutales, l'arbitraire total en permanence. Il n'y a pas de justice, hein. Enfin, il n'y a que des parodies de justice, c'est des exécutions sommaires en plein désert. Dès que les leaders syndicaux ne font pas attention, c'est ce qui les guette. Et qui est vraiment l'avidité sans aucune limite et sans partage. Donc comme au siècle précédent, et qui sont peut-être pas toujours complètement disparus, de ces grandes compagnies en fait, minières, donc qui appartiennent à des grandes fortunes chiliennes ou à des grandes fortunes nord-américaines, et qui font venir... Alors bon, là je ne vais pas lire le passage parce qu'il est un peu long, mais quand on raconte notamment... comment ils font pour recruter, comment ils font pour attirer des gens dans ces mines, le mélange de promesses, de désespoir, en fait, d'exploitation de la misère qui consiste à les mettre dans une situation d'exploitation encore plus forte. Et là-dedans, donc, il y a ce personnage de prêcheur qui n'est pas vraiment fou, hein, mais qui est quand même très très bizarre et qui se promène. Est-ce qu'il s'en sortira? On ne sait pas. Enfin, c'est très très chouette. Et pour finir, voilà, je voulais parler de Joaquim Maria Machado de Assis, Mémoire posthume de Brás Cubas. Ce livre, moi je l'avais découvert complètement par hasard, en fait, par un article de Roberto Schwartz, donc un grand critique littéraire brésilien, extrêmement marxiste, qui écrivait dans la New Left Review et qui mettait en perspective justement Machado de Assis. Alors, je trouve que c'est sympa de finir par un bouquin qui a été écrit en 1881. Ça ne rajeunit guère, on n'en a pas tant que ça non plus. C'est assez incroyable, c'est son 3e roman, c'est le roman qui l'a rendu célèbre, qui a fait exploser en 1880 Machado de Assis, et qui lui a fait acquérir par ce roman au fil du temps la stature vraiment d'une œuvre fondatrice de la littérature brésilienne moderne. Son héros, donc Brás Cubas, il est décédé d'une pneumonie, et il rédige en fait ses mémoires posthumes, avec la liberté de ton que seule la mort peut donner. Hein, parce que dans la société brésilienne UP de la fin du 19e, qui est ultra policée, ultra codifiée, on ne peut évidemment pas dire le fond de ce qu'on pense et tout, sauf quand on est mort. Là c'est cool, on peut se lâcher un peu. Donc Brás Cubas se lâche. Et ce qui est exceptionnel dans la façon dont Machado de Assis a construit ça, c'est que quand on pense qu'à la même époque en France, pour parler des mêmes choses, c'est-à-dire de réalité sociale, de rapport de force et entre des couches de la société, on est dans du roman réaliste pur et dur. Enfin, à l'époque c'est Zola, donc des choses magnifiques mais extrêmement au premier degré. Lui, il a écrit quelque chose où ses grands inspirateurs, c'est Laurence Sterne, Tristram Shandy, c'est Jacques le Fataliste de Diderot. Donc c'est des trucs monstrueusement ironiques, avec énormément de tongue-in-cheek. Et en fait, on va découvrir... Brás Cubas raconte donc ses mémoires posthumes. Et plutôt que de nous faire sentir justement tout ce qui ne va pas dans la société brésilienne de 1880, donc de prendre une victime qui va raconter ah, « regardez tout ce qui me tombe dessus, c'est dur », en fait il prend quelqu'un qui est complètement dominant, qui est de l'extrême grande bourgeoisie brésilienne, et qui va quand même se plaindre de tout en permanence, qui est une espèce de petite pourriture super désagréable, super mesquin, con comme un boulon mais qui se prend pour un génie, et qui va nous raconter tout ça au fil de l'eau. Et au début, évidemment, il commence doucement, alors on se dit tiens, c'est marrant ce type, puis là on commence à avoir un doute au bout de 20 pages, on se dit ouais, il est quand même un peu bizarre ce mec, parce que là il demande quelque chose, ou il se plaint d'un truc alors qu'il vient de... Et peu à peu, on s'aperçoit qu'en fait, tout le truc est complètement inversé et qu'on a une espèce de type, mais qui est vraiment une crapule complètement débile, mais qui est trône au sommet d'une société qui est construite en 1880 sur l'esclavage et sur le clientélisme à outrance. Au point que, bon, c'est le dernier pays d'Amérique à avoir aboli l'esclavage, hein, le Brésil, on l'oublie souvent, et presque 20 ans après tous les autres. Et que quand l'esclavage est aboli en 1888, hein, donc seulement 7 ans après que ce livre soit paru, l'empereur Pedro II, hein, qui a aboli l'esclavage, chute dans les 3 ans et est remplacé par une junte d'oligarques et de colonels qui vont dominer le Brésil pendant les 40 ans qui suivent, quoi, tellement ça leur a plu l'abolition de l'esclavage. Et donc il y a 160 paragraphes, c'est des paragraphes très brefs, donc c'est des méditations, des choses qu'il tenait à dire depuis sa mort, et il tient vraiment à en informer le lecteur, il faut que vous sachiez ça, et c'est à la fois super drôle, en même temps c'est terrifiant
de bêtises super satisfaites d'elle-même. Et c'est, enfin, moi je trouve ça très impressionnant de voir. La technique littéraire qui est mise en œuvre en fait pour nous montrer par un angle complètement inattendu les failles en fait de cette société brésilienne, qui est celle de 1880, mais honnêtement qui est aussi celle de 1940, qui n'aura pas évolué infiniment 60 ans plus tard de ce point de vue-là. Et je ne porterai pas de jugement sur celle d'aujourd'hui, bien entendu. Et alors, il a le bonus, ça j'en parlerai juste comme ça, pour ceux parmi vous qui aiment justement les nouvelles, et puis qui veulent apprécier le fait que Machado de Assis n'est pas du tout l'homme d'une seule technique littéraire, qu'il en manie plein différentes, il connaît des registres très différents. Il y a ce recueil de nouvelles sublime, La montre en or, où là on a 18 facettes différentes de son talent, de la façon dont il peut aller chercher des thèmes policiers, fantastiques, sociaux, intimes, psychologiques, familiaux, et puis à chaque fois d'utiliser en fait une astuce littéraire différente pour vraiment, enfin ce type est brillantissime, quoi. Et en fait il est relativement peu connu en France, mais bon, enfin, au Brésil c'est une icône, quoi. Il est dans tous les manuels scolaires, enfin, c'est vraiment une pierre de touche de la littérature brésilienne. Mais malgré les beaux efforts de Métayer, je trouve qu'on ne le connaît pas assez en France, et donc il faut répondre. C'est une nouvelle sortie, ça c'est la nouvelle collection. Une nouvelle collection, enfin l'intégrale de ce que nous on a publié. Moi je l'ai dans l'ancienne. Ouais. Qui a été, c'est ressorti pour le salon du livre, dont l'invité était le Brésil. Donc voilà, c'était donc 6 livres et demi avec la montre en or, pour vous donner un petit aperçu de ces 20 livres donc en carte. Donc n'hésitez pas, hein, comme il est de coutume, soit vous les avez déjà lus, soit vous n'avez pas déjà lus, mais si vous avez déjà lu, achetez-en 2 ou 3 pour offrir à vos amis, parce que ça le mérite. Et si vous n'avez pas lu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, merci.